Bienvenue à la première conférence donc, du cycle de conférences HMO-NP de l'école de Saint-Étienne. Nous, ça a été notre première journée avec les postulants HMO, journée de lancement. Donc on a une belle promo, là, bien intéressée, bien intéressante. Donc le cycle de conférences HMO-NP, il va se développer donc jusqu'au mois de juin, avec une succession de conférences et également une discussion. Je vais vous expliquer ça. Donc, avant de te laisser la parole et de te présenter rapidement, je rappellerai que je propose donc pour la première fois cette année, non pas une conférence pour la prochaine session qui va se dérouler donc en février. Donc, ce sera le mardi 13 février, mais une discussion qui est proposé donc à deux philosophes, Olivier Frérot et puis Chris Younes, sur la question de pourquoi construire. Alors c'est pour, quoi entre parenthèses, et construire. Donc c'est pour construire, mais quoi ? Et au sens le plus large du terme, c'est-à-dire construction qui s'entend aussi sur la gestion de la transformation de l'existant. Voilà, pourquoi construire ? Alors pourquoi cette question-là ? En fait, elle se pose quotidiennement, dans un contexte, on va dire, non seulement environnemental, mais géopolitique, et voilà, qui questionne sur les enjeux de frugalité. Est-ce qu'il faut encore construire ou pas ? Si on construit, oui, comment ? Est-ce qu'il y a des avis aussi opposés ? Bien sûr, il y en a. Et c'est un sujet, en fait, qui alimente beaucoup de débats au sein de toutes les écoles d'architecture de France, auxquels nous, professionnels et aussi également enseignants, on doit aussi se positionner par rapport à ça. Donc, il y aura une soirée, discussion à 18h, le mardi 13 février. Donc, venez, ça va être vraiment intéressant. Cette discussion, elle sera ouverte à ces deux invités. Chris Younes, philosophe et aussi psychosociologue. C'est intéressant de voir une psychosociologue qui parle aussi d'architecture. Et elle sera préparée avec les postulants HMO. Donc ça va être une discussion qui va être alimentée par les réflexions que vous, jeune génération, aussi vous posez. Il y aura une autre conférence donc, le 11 mars 2024 où c'est l'agence NP2F donc, qui est invitée. NP2F, donc c'est l'écart d'argent 2016, avec une approche aussi architecturale. Voilà, sur les questions de l'économie, quoi. L'économie dans l'écriture architecturale, qu'est-ce que ça peut fabriquer ? L'économie de moyens, qu'est-ce que ça peut fabriquer ? Donc, un sujet extrêmement intéressant. Alors, vous aurez les affiches et les relances, mais je vous donne quand même les dates pour que vous puissiez les réserver. En avril, le 22 avril, nous invitons Recita. Recita, c'est lauréat des AJAP 2020. C'est nos voisins du Massif central. Donc avec une particularité, un des associés est un menuisier architecte aussi. Comment une agence d'architecture aussi se lance dans la production. C'est un petit peu atypique, mais questionne sur notre rapport, nous architectes, à notre capacité aussi à fabriquer ou pas. Et en conférence conclusive, donc le 3 juin, nous aurons l'honneur d'accueillir Bernard Quiraud. Donc Bernard Quiraud, qui est le Grand Prix, prix national de l'architecture, qui développe aussi les séminaires à PESM, qui nous parlera de la façon dont il voit l'architecture, en particulier la production en milieu rural. Voilà, donc une belle série d'invités, mais on commence par toi, Stéphanie. Donc je suis vraiment content que tu sois là pour plusieurs titres. Nous avons enseigné ensemble à Grenoble. J'ai enseigné sous ta direction, on va dire, puisque tu étais la responsable d'un master qui s'appelait Architecture Ville-Ressources. Voilà comment on questionne finalement un territoire par le projet, comment les ressources questionnent les projets. Enfin voilà, tout ça est lié. C'est des sujets super intéressants sur lesquels on avait pu travailler avec des étudiants grenoblois. On a eu beaucoup de covoiturage, d'aller-retour et de discussions très très intéressantes. Et là, je suis vraiment ravi que tu sois là dans notre cadre, pour pouvoir parler de ton travail, quoi. Donc Stéphanie, tu es toujours enseignante en fait, voilà. Tu es engagée aussi, tu as eu le courage de t'engager dans des études de formation complémentaire à Chaillot. Tu nous en diras peut-être un petit mot. Et puis tu es surtout praticienne.
Et aussi, je tenais à ce que la conférence et le cycle de conférence soient ouverts par une femme architecte. Voilà, on en a parlé en conférence HMONP, il y a un trou quand même. Dans la raquette et la visibilité des femmes architectes au sein de la profession, et il me paraissait, enfin pour moi, fondamental à la fois que ça soit une femme qui démarre et que ça soit une ressource, désolé, je t'appelle ressource, locale, qui aussi montre voilà, ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. Voilà. Je te laisse, j'ai assez parlé, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, merci Franck. Bonsoir à tous. C'est un retour dans cette école puisque j'y ai enseigné jusqu'en 2009. Donc je la connais un peu, même si elle a beaucoup changé, et c'est tant mieux pendant ces quelques années. Donc je suis, Franck l'a dit, donc Stéphanie David, architecte à Saint-Étienne, et effectivement femme architecte. Je n'ai pas de récompense ni de médaille, mais peut-être que je peux porter en étendard voilà, les questions de genre. Ça ne change pas forcément grand-chose dans l'architecture, hein, pour tout vous dire. Simplement, là, il sera question donc, de 3 projets particulièrement de l'agence sur lesquels je vais recentrer mon propos et peut-être dire un mot sur ce titre, Architecture du placard ou l'art d'accommoder les restes, qui parle un peu de 2 choses. C'est d'une, l'envie de... Enfin, en tout cas, l'intérêt que l'agence a pour jouer avec les mots, pour avoir une forme à la fois de sérieux mais aussi d'humour. Je pense que c'est très indispensable. C'est peut-être peu question d'humour dans les écoles d'archi, voire même jamais. Et en même temps, c'est ce qui désamorce beaucoup des drames permanents qu'un architecte traverse pendant l'élaboration des projets et les innombrables embûches qu'il rencontre. Donc, architecture du placard, vous l'avez peut-être compris, il ne s'agira pas de savoir comment on fabrique des placards, bien sûr, mais plutôt de parler de la manière dont on appréhende le projet à partir de ce qui reste. Voilà. Donc, il faut peut-être plus s'attacher à la notion de reste que de placard. Donc, je vais peut-être commencer par une toute petite introduction sur le fait que, malgré ce titre en forme de clin d'œil, l'architecture est une discipline très sérieuse, un exercice culturel, fondamentalement lié à la condition humaine, qui a fait l'objet de nombreux traités, théorisations. Bien sûr, on n'en est plus à l'application des ordres dans l'architecture, mais on est quand même toujours en quête de ce qui peut finalement guider le geste et le dessin et faire sens le plus collectivement possible. Pourtant, dans la pratique, l'étude et le chantier d'un édifice sont le lieu d'une interaction permanente avec des facteurs externes, non prévus, non planifiés, et contrariant en permanence la trajectoire idéale du projet. Donc cet idéal finalement initial, la réalité, c'est qu'en fait, il se trouve en permanence contrarié. Donc c'est à ça que renvoie le titre. Il nous renvoie à la nécessité de faire avec ce que l'on a, de faire pour le mieux, de faire avec des moyens modestes, des ingrédients qui sont souvent, parfois, mal accordés, un site, un programme, un budget, des ressources, des partenaires. Il est extrêmement rare que tout ça soit élaboré dès le début pour que ça fonctionne. Donc les ingrédients, finalement, sont rarement faits pour être parfaitement, on va dire, pour une alchimie parfaite. Donc de ces ingrédients mal accordés, il faut faire émerger un édifice cohérent, harmonieux, efficace et savoureux si possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dépasser les contraintes, il faut aussi faire en sorte que ça aille un petit peu plus loin et qu'il y ait ce petit quelque chose en plus qui relève de l'émotion, qui relève de la sensibilité, qui relève de l'esthétique, j'oserais dire le mot, qui est peut-être un peu tabou, comme le mot humour, ou de la beauté. En tout cas, c'est ce qu'on peut viser. Et c'est un peu comme ça qu'on peut qualifier l'approche de l'agence. Donc cet art d'accommoder les restes qui fait qu'on a une production dont la diversité formelle peut parfois faire penser qu'il n'y a pas d'écriture ou qu'il n'y a pas de continuité dans ce qu'on fait. La réalité, je pense, est un tout petit peu plus compliquée. Donc on va
passer ensuite je vais continuer un petit peu sur cette transition, puisque le reste renvoie aussi, et on en parlera un peu plus loin dans les projets, à la notion de recyclage, de réemploi, de réutilisation, de réhabilitation, de tous les ré possibles et imaginables. Et on va dire que cette question de l'intervention sur les bâtiments existants à transformer, à étendre, à restructurer, à réparer. Il est souvent aussi question de réparation, qui est un geste bien modeste, mais ô combien important. Et ça, c'est ce qui caractérise le travail de l'agence depuis une dizaine d'années. Alors, pourquoi ça caractérise le travail de l'agence ? Je pense que bon nombre d'agences pourraient faire le même constat, c'est que la commande a évolué, et qu'elle est passée de finalement de pages blanches, de sites vierges sur lesquels des programmes pouvaient trouver leur expression formelle relativement librement dans le cadre des contraintes réglementaires du PLU, à des édifices existants considérés comme les opportunités, qui restent les opportunités, qui sont les opportunités restantes des maîtrises d'ouvrage dans des métropoles complètement saturées où le foncier n'est plus disponible. Donc c'est un mouvement qui n'est pas propre à l'agence, mais qui est partagé. Donc on voit cependant, si on redécouvre depuis le début du millénaire l'intervention sur les bâtiments existants, et si surtout, parce que c'est pas que ça a été abandonné, mais c'est que c'était jugé comme finalement vulgaire. C'était pas de l'architecture, ça n'était pas quelque chose de noble. Personne ne se précipitait sur les restructurations de bâtiments existants. Ça avait un peu mal commencé avec la réhabilitation thermique, qui faisait quand même pas très très envie en termes de programme. Mais pour autant, on le voit avec ces deux images que vous avez sous les yeux, le recyclage et le réemploi existent depuis que l'architecture existe. Et voire même, c'est la condition, c'est la permanence de l'architecture. On peut dire que la modernité, avec l'essor de l'industrialisation, avec l'avènement du béton, est une parenthèse extrêmement anecdotique dans l'élaboration des projets dans l'histoire de l'architecture. Donc ici, vous avez deux exemples. Le premier, c'est une basilique à Spoleto, en Italie, qui date du bas Moyen-Âge, et qui est où vous voyez des colonnes antiques grecques qui ont été réemployées dans la basilique, sous forme de collage, de manière extrêmement élémentaire, ainsi que dans le Castel Nuovo de Naples, Francesco Laurana intègre dans un château médiéval du XIIIe siècle, dont on voit la massivité, la pierre sombre, le travail de façade ornementée en marbre, là aussi comme un collage. Et si le réemploi en fait nous touche dans ces œuvres-là, c'est aussi qu'il n'est pas simplement une opportunité matérielle, il est aussi un phénomène d'acculturation. C'est-à-dire qu'en réemployant les matériaux, on réapproprie aussi les cultures dont on hérite et cette espèce de continuité qu'est l'histoire, à l'époque pas forcément de l'architecture, mais l'histoire de l'art ou l'histoire de la culture humaine. Donc le réemploi, qui est la nouvelle recette à la mode, en réalité, c'est la condition relativement ancienne de l'architecture. Donc cette histoire de palimpseste, en fait, aujourd'hui, elle se poursuit. Alors là, vous voyez des éléments qui sont des éléments intégrés. Donc, on est vraiment dans du remploi. Mais vous avez aussi tous les édifices un peu importants qui sont des recyclages, des extensions permanentes. Vous ne prenez que, ne serait-ce que Versailles et le Louvre, c'est des siècles de restructuration, extension, chemisage des bâtiments existants par d'autres bâtiments, absorption, presque dévoration de l'architecture par elle-même. Et là encore, je vous invite, si vous vous intéressez à ces questions-là, et de fait, Franck le disait, les écoles s'y intéressent, à regarder un petit peu différemment les projets. Voilà. Alors, il faut faire un petit saut par-dessus le XXe siècle, parce qu'il fausse un peu la perception, et c'est quand même très intéressant, non pas qu'il ne faille pas le regarder, mais il faut passer un peu par-dessus pour regarder cette continuité de réemploi, tout simplement parce que c'est une économie aussi d'énergie. Avant l'industrialisation, extraire la matière, l'acheminer, la mettre en œuvre, c'est une énergie absolument considérable, qui est effectivement gommée par
par la machine à vapeur et tout ce que l'industrialisation permet. Bon, je vais m'arrêter, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je trouvais intéressant quand même de replacer cette perspective-là, parce que c'est toujours intéressant quand même d'aller un peu au-delà des phénomènes de mode ou d'actualité. Alors un coup, ça va être la participation, un coup, ça va être la performance thermique, puis ça va être le réemploi, puis dans 3 ans, ça sera autre chose. Ce qui est intéressant pour vous, étudiants, c'est quand même toujours de décrypter ce que ces émanations de l'actualité, à quoi elles renvoient finalement dans le temps long de nos pratiques architecturales. Alors, donc, voilà, on va arriver à vraiment la question donc, de ce qui reste. Et je vais le faire au travers de 3 projets que je vais d'abord vous présenter. Je vais vous présenter ce qui reste. Je vais présenter les projets de manière un peu atypique. C'est-à-dire que je vais d'abord présenter les édifices et ensuite les projets. Donc dans les édifices et l'état dans lequel on les a trouvés. Donc le premier, c'est celui-ci, qui est un bâtiment donc, situé au cœur de l'usine Gilet, qui est un des premiers sites d'industrialisation de la soie artificielle, la viscose, en France, et qui se situe à Villeurbanne. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le foyer des jeunes travailleuses de l'usine de soie, qui souvent venaient d'autres pays d'Europe, qui étaient accueillis, plus ou moins éduqués et surtout mis au travail. Et puis, pour la bonne morale, accueillis dans une maison de jeunes filles où elles étaient quand même un petit peu encadrées, on va dire. Donc ce bâtiment, il date de 1928. Il est assez emblématique de cette période on va dire de transition de la modernité, où on a encore des compositions héritées du classicisme, la symétrie, les mots des natures, les ornements, et des techniques constructives modernes. C'est un béton qui est en béton cyclopéen, avec des planchers en poutrelles de béton armé et des ourdis de briques. Donc on est vraiment on verra pourquoi j'insiste sur ce point, dans ces architectures de transition qui sont très intéressantes, mais assez complexes à manœuvrer. C'est un bâtiment qui n'est pas protégé, il bénéficie d'aucune inscription, il est classé patrimoine, il est labellisé patrimoine du XXe siècle. Néanmoins, il est dans le périmètre de covisibilité des restes de l'usine TAS qui se trouve au cœur du quartier de l'Autre-Soie à Lyon, que vous connaissez peut-être, enfin pas de l'Autre-Soie, de la Soie. Et au titre de cette covisibilité avec cette usine, nous avons eu affaire à l'ABF qui a été très présent sur le dossier, alors avec qui ça a été relativement conflictuel, parce que le bâtiment ne bénéficiait d'aucune protection, mais il était le seul rescapé d'un site dont on verra ensuite, peut-être que c'est sur l'image d'après, non, je vous le montrerai après, une ville industrielle, une cité industrielle complète qui a été démantelée tout au long des décennies qui viennent de passer, et dont c'est l'unique vestige. Donc, il a un poids symbolique, mais par contre, il n'y a pas d'outil pour le protéger. Donc, vous voyez ici défiler quelques images des configurations d'origine. Donc, un grand escalier monumental à l'axe de symétrie de ce bâtiment U. Vous en voyez peut-être pas forcément encore. Là, on est sur l'arrière. Je vous passe quelques. Donc, ce bâtiment, il a subi. Depuis 1928, il a eu de multiples vies. C'est pas le premier recyclage qu'il expérimente. Il a été caserne militaire pendant la guerre, institut de formation des maîtres, CADA, donc centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et puis, il a été abandonné dans les années 80, complètement, d'où un état relativement romantique de ruines envahies par la végétation. Donc là, vous voyez ici à la fois donc, l'état de ce qui reste, et en même temps, ce reste a fait l'objet d'une occupation temporaire en 2018, lorsque le maître d'ouvrage, Est Métropole Habitat, a acquis le bâtiment qui appartenait à l'État et a décidé d'y implanter un programme de logement et de centre culturel. Donc une occupation temporaire a eu lieu pendant 1 an et demi, pour permettre d'élaborer le programme. Donc les graphes et toutes les interventions artistiques qui se trouvent sur le bâtiment sont les
sont issus de ce temps d'occupation temporaire. Voilà, donc au centre de la composition en U, côté jardin, une grande rotonde qui était la salle, le réfectoire des espaces, et puis un lieu où une accumulation d'objets et d'ambiance finalement assez désuète, mais extrêmement touchante, qualifie les espaces. C'est important de regarder, on a pris le temps de regarder et de photographier ce bâtiment, pas nécessairement dans une dimension documentaire et technique, mais aussi finalement dans sa dimension relativement émotionnelle et oui, émotionnelle. Voilà, donc je continue à faire passer les images. Vous voyez ce mélange de graphes, de végétation. Le deuxième bâtiment dont je vais vous parler, ce sont des sheds donc, qui accueillaient les ateliers municipaux de Vèze, de la ville de Vèze, et qui se trouvaient au cœur d'une opération immobilière menée par Bouygues, je crois, de création de 100 logements. Et puis tout à coup, la ville se réveille, tout est rasé, la ville se réveille, on se dit oh là là, c'est un des derniers sheds qui reste dans le quartier de Vèze, il ne faudrait pas le détruire, il faudrait en faire quelque chose. Donc le bâtiment reste en l'état, il était lui aussi inoccupé depuis quelques années. Et un autre concours, là c'est vrai que la ville a quand même, le maître d'ouvrage en l'occurrence, qui est un bailleur, Aliade Habitat, a quand même le réflexe de se dire on va peut-être pas le confier à Bouygues. Voilà, il a eu une sorte de lumière, et il a fait une consultation à part, une deuxième consultation, uniquement pour ce petit bâtiment, mais qui allait être cerné conjointement par la création de logements relativement inintéressants. Donc on a été lauréat de ce projet, et vous voyez ici donc les configurations très archétypales, 8 travées je crois 8 mètres, à peu près 8 mètres de haut, avec des vitrages orientés nord, une structure extrêmement légère, de portiques métalliques en profil reconstitué soudé, des murs de remplissage en mâche-fer et des pans de toiture en briques. Voilà. Donc là aussi, toujours le charme des tags et de cette vie qui continue, en tout cas de ces transformations qui continuent d'affecter le bâtiment, y compris quand les architectes et les maîtres d'ouvrage ne s'en occupent pas. Voilà. Et le dernier reste auquel on a eu affaire dans notre cuisine d'agence, c'est une église. Donc une église, là aussi située à Villeurbanne, que le diocèse vendait dans le cadre d'une étude urbaine portant sur son patrimoine à Lyon. On va dire que le patrimoine religieux est extrêmement important, il est très coûteux à entretenir. Les diocèses n'ont plus forcément les moyens de les entretenir, et ils engagent des études finalement de valorisation pour savoir ce qu'ils peuvent vendre, ce qu'ils peuvent garder. Et là, en l'occurrence, c'est vendu avec une clause qui est que l'acheteur devra y réaliser un projet à portée, on va dire, charitable. Je le qualifie comme ça, en tout cas. Il ne faut pas faire de profit, il faut être dans la charité. Et un bailleur, S Métropole Habitat, rachète pour faire un centre d'hébergement avec Alinéa, une association qui accueille des SDF et des demandeurs d'asile, pour faire un CHRS, donc centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc là aussi, une église donc, qui date de 1842, l'église du Cœur Immaculé de Marie, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas classée non plus. Donc en fait, on a des bâtiments qui renvoient quand même à des notions de patrimoine, mais qui ne sont pas protégés, extrêmement simples, en pierre, pierre appareillée, avec un intérieur, une nef unique, un chœur à pans coupés, et puis de fausses croisées d'ogives qui sont une sorte de faux plafond en bois qui imitent les croisées d'ogives. Donc on n'est pas du tout dans du gothique, c'est vraiment une imitation. Donc voilà ces restes très divers, porteurs d'un certain nombre de traces, porteurs d'une histoire qui ne démarre pas avec notre arrivée. Je dois le confesser, parce qu'on est aussi là pour parler clairement des choses, que
On les a regardés à l'époque parce que ces projets ils s'échelonnent de, on va dire, 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc 10 ans. Voilà, 10 ans. Et le regard qu'on a porté sur les héritages initiaux a quand même énormément changé en 10 ans. Au début, le premier projet, c'est celui de l'église. Vous allez voir, c'est pas forcément. Est-ce que c'est le premier que je... Non, c'est pas le premier que je présente. Donc je ne dis pas ce qu'on lui a fait. J'y reviendrai. Donc accommoder, s'accommoder. Donc à partir de ces restes, c'est comment on fait. Voilà, on parlait finalement de la manière dont on peut. Là, pour le coup, on n'a pas de page blanche. Alors c'est rassurant. C'est vrai que dans les écoles, on a souvent des étudiants qui se rassurent aussi en partant de bâtiments existants. Néanmoins, dans la réalité, c'est quand même tellement, c'est tellement plein d'aléas et on va dire de surprises à la fois de mise en œuvre ou de réaction aux mises en œuvre qu'on peut prévoir, qu'il faut quand même être assez rigoureux. Donc, le premier projet, c'est celui du foyer Jeanne d'Arc. Vous vous souvenez, cette architecture du début du XXe siècle. Donc, vous voyez ici la configuration d'origine avec l'usine. Alors, je crois que j'ai un petit pointeur. C'est ça. Non, ça marche ou pas? Oui, il ne faut pas que je bouge. Donc, le foyer est ici. L'usine, ou ce qu'il en reste, alors ce n'est pas la configuration d'origine, je vous dis une bêtise, c'est justement la configuration pas terminée, mais en cours, de la grande ZAC de la soie, avec un bout d'usine qui reste, les cités ouvrières de petites maisons et de plus grandes maisons pour les ingénieurs, et puis le foyer un peu isolé des jeunes travailleuses. Donc, une architecture qui est quand même qui a perdu tout son sens urbain et qui a perdu une bonne part quand même de sa pertinence. Néanmoins, voilà, elle retrace l'histoire de cette ville industrieuse et de cette ville productive. Donc, ce qu'il s'agit d'accommoder, c'est, on en a parlé, la question des modénatures et des éléments patrimoniaux, malgré tout, parce que même si ce n'est pas classé et même si on a été en conflit avec l'ABF, il était indéniable que ce bâtiment recelait des éléments qui étaient vraiment à conserver, à protéger, à mettre en valeur. Notamment toutes les serrureries de portes, de fenêtres, qui étaient des menuiseries acier avec des profils en U extrêmement fins, impossibles à refaire aujourd'hui, absolument pas isolantes, bien sûr, mais constitutives vraiment du caractère du bâtiment. Donc, il s'est agi quand même de faire une petite étude patrimoniale, de redessiner, de regarder et de à la fois ces éléments, mais aussi tous les éléments de jardinière ou de sculpture ou de moulage plutôt. C'est plutôt du moulage en béton, ciment prompt, et de faire le relevé attentif de ces éléments. Donc vous les voyez ici. Donc on l'a évoqué aussi. Ce qui nous, malheureusement, enfin c'est plutôt malheureusement, dans ce bâtiment, on savait dès le départ que malgré un objectif de réemploi qui était affiché, qui était très important de la part du maître d'ouvrage, les planchers étaient totalement incapables de passer le cap de la transformation. Donc, je vous l'ai dit, des poutrelles en béton armé dont les aciers étaient complètement corrodés, donc les bétons étaient carbonatés et ne pouvaient absolument plus soutenir ni leur propre charge, ni la surcharge d'exploitation liée à l'arrivée. Donc on regarde d'un côté les menuiseries, on les dessine, on est content, c'est très beau. Et puis de l'autre, eh bien, on va être les acteurs d'une ruine absolue et totale, qui est l'effondrement de tous les planchers pour reconstruire des planchers neufs. Le tout avec un objectif de réemploi. Donc, on a essayé de faire une contre-étude parce que c'était quand même un petit peu difficile de partir sur ces bases-là, de dire on réemploie le maximum d'éléments et en même temps, il faut en casser l'essentiel. Bon, il n'y avait pas à tordre, il fallait que ces planchers soient remplacés. Donc,
vous voyez ici des états intermédiaires de déconstruction. Donc, il n'y a pas de déconstruction sélective. On parlera après de déconstruction sélective. On en a fait une partie. Mais globalement, la déconstruction d'un bâtiment, quand on le reprogramme, c'est quand même assez violent et c'est beaucoup de déchets. Et c'est beaucoup d'éléments qui tombent. Donc, là, on est sur l'arrière du bâtiment. Des adjonctions avaient été faites, escaliers, passerelles, pour des questions de sécurité à l'époque de l'Institut de formation des maîtres. Et pour autant, on avait cet objectif de réemploi fixé par le maître d'ouvrage. Donc peut-être pour y revenir un peu plus longuement, le S Métropole Habitat a sollicité une subvention européenne qu'il a obtenue de l'UIA pour développer le réemploi de manière massive dans son projet. Donc, en préalable, il a fait faire une étude, un diagnostic ressources, c'est-à-dire que, là, en l'occurrence, c'est Bellastock, Mineka, EOD, un collectif de bureaux d'études réemploi et HQE qui ont fait le diagnostic ressources avant. Donc, nous, on avait déjà un catalogue des matériaux potentiellement réemployables, quantifiés, et en parallèle, on avait des objectifs par filière en pourcentage de réemploi. Donc, filière bois, 60%. Donc, je crois que c'était même 80. Filière pierre, filière... il y avait toutes les filières étaient identifiées et on avait des objectifs qui étaient extrêmement élevés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le réemploi, on compte pas seulement ce que l'on dépose et ce que l'on repose, on compte aussi tout ce que l'on conserve en place. Puisque, à la limite, le premier des réemplois, c'est ne pas bouger l'élément. Est-ce que vous faites la différence entre réemploi, recyclage C'est clair pour vous? J'y reviens pas? Ouais. Bon. Le réemploi, c'est le réemploi d'un matériau dans sa fonction initiale. C'est-à-dire que si vous concassez du béton pour en faire du fond de forme sous une chaussée, ça n'est pas du réemploi, c'est du recyclage. Bon, j'ai perdu le fil, mais voilà. Donc on voit ici le bâtiment peut-être de manière plus globale à partir de l'arrière et de cette configuration en U, de cette symétrie dont on a parlé. Donc petite image avant-après. Donc avant une rotonde au centre qu'on devine un peu à l'arrière, une grande tour d'escalier, des passerelles. Et puis cette composition voilà, très symétrique, très, nous on l'a appelé pendant très longtemps la meringue, hein, pour vous dire qu'on a aussi voilà, un côté très expressif, très décoratif. Et puis la 3D du projet à l'étape concours, où malgré tout, et ça c'est quand même quelque chose aussi d'intéressant, malgré cette volonté à laquelle on adhérait complètement de réemploi, de conservation des choses en l'état, eh bien on n'a pas pu s'empêcher de déconstruire quelque chose qui aurait pu ne pas l'être, à savoir la rotonde au centre, pour en faire pour construire à la place un jardin d'hiver, une serre qui accueillait un tiers-lieu. Et ça nous a quand même longuement posé question. Et en même temps, il était pour nous inimaginable de ne pas, en tout cas, apporter un sens contemporain. Après, on pourrait en rediscuter. Hein, en tout cas, un sens contemporain à l'intervention, en manifestant ce que pouvait être un espace, là pour le coup, de transparence, de ce qui était évidemment qui était un tiers-lieu en termes de programme, mais qui était aussi un tiers-climat. La serre n'est ni chauffée ni rafraîchie. Elle est un intermédiaire entre le dedans et le dehors. Elle accueille tout ce que les espaces classiques ne peuvent pas accueillir dans les... ou en tout cas ce qu'ils accueillent déjà, mais elle l'accueille de manière complètement différente. Et elle est complètement ouverte sur le parc. Et pour nous, c'était quand même aussi arriver à signifier on va dire l'étape que franchissait ce bâtiment en se transformant et en accueillant un nouveau programme. Voilà, donc là, c'est une photo à l'étape de chantier. Donc cette serre, elle est conçue de manière très... avec des procédés très industriels. C'est une entreprise qui fait des serres horticoles, qui l'a conçue et mise en œuvre. Elle permet, lorsqu'on est à l'intérieur, vous le verrez dans les photos,
de redécouvrir aussi la composition à l'intérieur de cette cour qui était totalement bouchée, et elle ouvre complètement sur le parc. Donc ici, la traditionnelle représentation, c'est très peu lisible. Je suis désolée sur le plan. La coupe est un peu plus lisible. Représentation, on va dire, académique en rouge, jaune et noir de ce qui est déconstruit, là en l'occurrence reconstruit. Donc le rouge, c'est pour tout ce qui est reconstruit. Et vous voyez la prédominance du rouge par rapport à la présence du noir. Donc, si de l'extérieur, le bâtiment, mis à part la serre, a très très peu changé, en réalité, il a été totalement restructuré au sens premier du terme. Donc, des planchers qui ont été refaits, une serre qui a été ajoutée, et puis des espaces recloisonnés, des menuiseries également changées. Alors, on parlait de réemploi. Là où le réemploi devient intéressant, c'est quand il pousse à imaginer et qu'il met d'accord aussi tous les acteurs, parce que c'est ça le sujet, pour faire des choix qu'ils n'auraient pas fait habituellement. Là, par exemple, on souhaitait conserver toutes les menuiseries acier, dont je vous ai parlé, voilà, les menuiseries acier très fines et extrêmement peu isolantes. On souhaitait les conserver en place. Pour ce faire, en fait, on a déporté la façade isolée des logements dans un deuxième plan, de sorte que la circulation se fasse, alors là c'est le plan du rez-de-chaussée, on ne le voit pas, se fasse le long du U, en lumière naturelle, et que les logements, eux, soient ouverts plutôt, sont des logements étudiants, soient ouverts plutôt sur la façade externe, où là on a remplacé des menuiseries qui par ailleurs avaient déjà été remplacées à de multiples reprises au cours du temps, et étaient mixtes en bois, en acier, en aluminium même, donc il y avait beaucoup moins de cohérence. Donc en fait ça pousse, le réemploi peut pousser quand même à envisager la conception un tout petit peu différemment, et surtout à convaincre les maîtres d'ouvrage de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait, c'est-à-dire ne pas chauffer les couloirs, considérer qu'on va les laisser vraiment de manière très brute, comme une espèce d'espace tampon, et déporter la façade isolée derrière. Donc là, vous voyez des moments un peu impressionnants de chantier, donc, où on déconstruit. Alors les planchers ont été déconstruits depuis le bas vers le haut. Donc on a déconstruit les premiers on a déconstruit le plancher du rez-de-chaussée, d'abord du rez-de-chaussée pour refaire une dalle en béton, pour pouvoir faire tomber dessus le plancher supérieur, parce que sinon la chute des planchers aurait entraîné la ruine de celui qui était dessous, et il n'était pas question d'évider l'ensemble pour des raisons de contreventement. C'est-à-dire que ôter tous les planchers aurait condamné le bâtiment à s'ouvrir et à ne plus tenir. Donc, dans les surprises qui ont été importantes, c'est que le béton cyclopéen, c'est un béton assez grossier, qui tient par un effet surtout de compression. Donc c'est des très grosses largeurs, des murs qui faisaient 60 cm, avec des gros agrégats, et quasiment pas de ferraillage. Donc en fait, c'est vraiment par une statique totalement verticale et des efforts de compression que ce bâtiment tient. Donc les poutrelles reposaient dessus, les ourdis faisaient la cohérence du plancher. Lorsqu'on a tout tombé, en fait, des nids de cailloux sont partis intégralement au niveau des empochements des poutrelles, et on a eu des moments vraiment de très grande frayeur où on s'est demandé si le bâtiment allait tenir. Je ne sais pas si vous voyez sur cette photo, ça ne se voit pas trop, mais là, par exemple, le poteau est suspendu, il tient tout seul. Voilà, c'était pas prévu, hein. Il était censé soit partir avec le bas, soit tenir avec le haut. Enfin bon, il était censé se passer autre chose. Donc là, tout le monde lève la tête. En même temps, il ne faut pas rester trop longtemps dessous. Bon, finalement, voilà, donc des bâtiments extrêmement délicats à manipuler, qui posent aussi la question de la limite du recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'habitant de Villeurbanne, il va passer devant ce projet. 3 ans après, il va se dire, oh, bah, c'est super, avec 3 fois rien, on a vraiment réussi à maintenir les choses. En réalité, c'est énorme, les transformations. C'est même, des fois, à la limite, des moments, on s'est même demandé
on s'est même questionné sur le caractère raisonnable de la chose. Est-ce que c'était vraiment raisonnable? Et une des raisons pour laquelle ce bâtiment a failli à de multiples reprises s'écrouler en phase de chantier, c'est que, en fait, une chose dont on n'a plus du tout l'habitude dans l'architecture contemporaine, voire moderne, c'est de la cohérence du tout entre gros œuvre et seconde œuvre. Par exemple, les doublages en briques, qui étaient là, donc ce sont des briques fines de 5 cm, des briques creuses, qui font adhérence au béton cyclopéen, on le voit par des plâtras de plâtre très très réguliers, qui sont ensuite rejointés et sur lesquels après on met l'enduit de finition. Donc ces parements de briques, aujourd'hui on dirait donc le placo, hein, voilà, ce qui remplace c'est le placo, sauf le placo on le dévisse, on l'enlève, il n'y a pas de souci. La dissociation entre gros œuvre et seconde œuvre est consommée. Là, pour le coup, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que à quel point cette brique uniquement de finition, qui n'a aucun rôle structurel, en réalité avait un rôle de cohésion, comme une sorte de résille finalement, qui assurait la cohésion de ce béton à gros cailloux qu'était le béton cyclopéen. Et donc, il n'aurait jamais fallu, et l'entreprise nous avait dit, ah non, non, mais si on tombe les planchers, la brique va tomber parce que la brique repose sur le plancher. En réalité, elle était tellement en adhérence avec le gros béton qu'on aurait complètement pu la garder, que c'est l'inverse. C'est-à-dire que faire tomber la brique a failli faire tomber les murs. Donc, une sorte là aussi de... Ce qui est intéressant, c'est comment ça inverse aussi les logiques qui sont les nôtres, de dire le gros œuvre, ça tient, le second œuvre, ça fait la finition, ça fait l'ambiance, et tout va bien. Chacun son rôle, voilà, on sait comment faire, etc. Là, c'était beaucoup plus complexe. Donc, on se rend compte aussi, chemin faisant, des erreurs. Et il y a je pense qu'il y a tout un réapprentissage enfin, un re-questionnement du rôle de chaque chose dans la construction. Et moi, j'ai un peu tendance, au bout de ces 10 ans, à me dire que finalement, intervenir sur l'existant, c'est faire de l'architecture à l'envers. C'est-à-dire que c'est partir des composants, mais pas que des composants au sens matériel du terme. Hein. C'est composants évidemment matériels, mais composants symboliques, composants en tant que système. C'est partir de ces composants et remonter le fil de la conception et comprendre finalement, comme si on rembobinait le film à l'envers. Et c'est une manière extrêmement intéressante de procéder, parce qu'il n'en est pas moins question de concepts, d'idées, d'intentions, mais on procède différemment. Et je pense que si on avait eu ça en tête, on aurait certainement fait faire des tests, on aurait certainement, en tête plus fortement, parce que c'est aussi je dirais que c'est aussi un savoir et une compétence qu'on acquiert à chaque chantier. Bon, je m'arrête peut-être un peu trop lentement. Faites-moi des signes hein, si je déborde trop. Donc ici, voilà, on va passer rapidement sur ces images. Voilà, et puis les nouvelles dalles en béton qui s'élaborent. Donc on a une dalle en béton sur le rez-de-chaussée parce que c'est un ERP qui est séparé des logements. Ensuite, on a choisi un système beaucoup plus léger parce que là encore, il ne s'agit pas de rapporter de la charge. Il faut que le bâtiment soit reconstruit avec une charge identique. Donc on est sur un système de coffradales qui sont des bacs acier collaborants qui font coffrage perdu et qui restent en place, qui sont beaucoup plus légers que les dalles de béton armé. Donc le deuxième projet, c'est celui des sheds. Donc vous voyez ici une axonométrie du projet. Donc là, accommoder ce reste, cette forme archétypale qui est très séduisante, dont on s'imagine tout de suite jouer avec, enfin la hauteur, la verticalité, la lumière zénithale, la répétition, enfin voilà les thèmes à court tout de suite. Donc l'idée était là encore de conserver la configuration des sheds pour en faire c'était je crois une vingtaine de logements étudiants, je crois 8 x 4, une trentaine de logements étudiants. Donc, le parti pris était de les conserver en l'état et puis de les travailler comme des maisons individuelles et des colocations verticales. Donc, chaque travée accueille une colocation de 4 étudiants qui s'étagent à la verticale. Donc, vous l'avez vu dans les photos du reste, c'est des volumes qui sont plutôt très ouverts, très décloisonnés. Là, il s'agissait de créer 2 planchers intermédiaires et de les recloisonner. Donc, toutes les études, voilà,
voilà ce qu'on voulait au départ, et voilà ce qui s'est passé au début du chantier. Voilà ce qui est resté véritablement. C'est-à-dire pas grand-chose de reconnaissable. 3 murs. 3 murs, et avec là, tout à coup, encore un énorme doute, mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce une bonne idée de reproduire, enfin en tout cas d'imaginer conserver cette forme? Parce que pourquoi il reste 3 murs? C'est parce que quand on ajoute l'isolation sur ces charpentes métalliques extrêmement fines, donc le poids de l'isolation, quand on ajoute les fondations des planchers, voilà, quand tout ça est mis bout à bout, eh bien, vous avez des ingénieurs, des bureaux d'études. Alors peut-être voilà, ne sont-ils pas bons, mais c'est toujours facile de taper sur les bureaux d'études. Hein. Je ne sais pas si, voilà, je sais pas trop. En tout cas, ils n'ont pas réussi à justifier par le calcul, même par des renforts, la tenue des charpentes. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec ces 3 murs en mâche-fer, qui étaient l'agrafe, finalement, l'agrafe définissant le périmètre du projet. Bon, de toute façon, c'était parti comme ça, le projet était fait comme ça. Bon, on ne l'a pas découvert le jour du chantier. Hein, ça, voilà, on a avalé les choses progressivement, de l'APS à l'APD, au pro, en ayant toujours un peu ses doutes. Et puis, ces doutes, voilà, je pense qu'on les a surmontés. On a fait le projet, on a reconstitué la forme. D'aucuns diraient on a fait un pastiche, et peut-être qu'il faut l'assumer, et peut-être que c'est intéressant. Enfin, nous, on est convaincus que c'est intéressant. Ce n'est pas un vrai pastiche, hein, pas tout à fait. Donc, vous voyez ici donc, la vue frontale. Il y a quelques adjonctions pour accueillir le palier de l'escalier. Donc, le projet travaille vraiment avec les configurations, la lumière zénitale. Donc, il y a un escalier qui est un escalier continu sur les 3 niveaux et qui est sous la verrière. On a creusé un patio. Je prenne le truc là. On a creusé un patio contre le mur arrière pour amener de la lumière. Là, c'est l'extension. Bon, là, au rez-de-chaussée, c'est les WC. Hein. C'est pas très rigolo, mais ici, c'est vraiment le palier de l'escalier. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que cette forme a permis de faire des logements que n'aurait jamais accepté le bailleur sans ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme là, il y a une forme existante qu'il faut bien faire avec, et ben son cahier des charges, son programme qui réduit l'architecture à néant, et ben il a fallu le mettre de côté, et il en était conscient dès le début. Donc en fait, l'avantage de l'existant, c'est qu'il libère finalement d'un autre poids. Il impose la contrainte de sa présence et de sa forme, mais par contre, il libère complètement des automatismes et finalement des prêts à penser, des programmes qu'on nous soumet, particulièrement dans le logement, et où on n'a absolument aucune liberté. Donc là, il nous a permis de faire des espaces relativement atypiques, des patios minuscules. Donc là, vous voyez sur ce côté-là, c'est le patio qui est contre le mur. Donc essayez quand même de convoquer les matérialités existantes, le mâche-fer, les graphes qu'on a gardés, enfin, qui sont restés de toute façon. Enfin, là aussi, ça paraît bête, hein, mais je ne vous dis pas la lutte pour résister au nerf galto et à l'enduit qui étaient dans le cahier des charges. Donc vraiment arriver à travailler sur ces logiques de traces finalement et de reconduction de la forme. Et à la suite de ce projet, on a beaucoup réfléchi et on a travaillé un peu sur on a écrit quelques mots pour essayer de faire le bilan de cette expérience sur une sorte d'inversion entre mémoire des formes et forme de la mémoire. C'est-à-dire comment aussi l'architecture que l'on produit constitue une mémoire, ou en tout cas est le moyen d'une mémoire collective. C'est-à-dire que là, pour le coup, la valeur de cette forme, c'est qu'elle fait partie de la mémoire du quartier, c'est qu'elle fait partie et qu'elle constitue cette mémoire. Donc entre l'intérêt finalement d'utiliser des formats typiques pour proposer, pour déplacer les programmes et pour faire des espaces un peu différents, et puis celui de travailler à la manière dont la mémoire se constitue et dont il faut l'entretenir et dont il faut y contribuer, c'est de ça dont il s'agit. Donc vous voyez ici le grand escalier qui est sous la verrière et qui permet de monter. Il y a eu quelques reprises en sous-œuvre. Vous voyez les grands IPN que vous trouvez ici. La verrière qui a été intégralement refaite, puisqu'il n'y avait que 3 murs, donc on est sur cette verrière.
Peut-être un petit point aussi sur, voilà, sur ce que la question du réemploi. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu de réemploi, mais par contre, on était quand même déjà un peu sur cette idée que si on veut faire peu de déchets, il faut essayer de simplifier au maximum. Donc, est-ce qu'on peut laisser les plafonds en béton brut? Est-ce qu'on peut laisser les murs en béton brut? C'est pas des bétons à la Suisse, hein, ils sont faits avec les classes de béton de base parce qu'il ne faut pas que ça coûte plus cher. Donc, bon, ils sont là, on voit pas très bien, mais il y a des moments, ils sont vraiment, ils sont un peu ratés. Ils ont des taches, il y a des laitances qui ont fait des. Mais on a réussi à laisser les bétons bruts. Et là, et finalement, ça fait aussi motif. Ce béton fait aussi motif. Et surtout, il enlève une couche. C'est-à-dire qu'en fait, quand il s'agit de démonter, de recycler, comment on fait pour avoir le moins de couches possible? C'est extrêmement difficile, hein, d'enlever les couches. Le placo est incontournable. Le placo, il est coupe-feu, il est acoustique. Et honnêtement, pour se passer du placo, en tout cas dans le régime réglementaire qui est le nôtre, c'est extrêmement compliqué. Donc on voit aussi ici sur rue, donc les logements de Bouygues qui se construisent à côté, donc cette forme très coincée, très introvertie, qui travaille vraiment sur les espaces intérieurs, la verticalité, la lumière, et les 8 colocations qui s'étagent et qui finalement de la rue n'ont pas beaucoup changé le paysage urbain. Et enfin le dernier projet, donc celui de l'église. Donc l'église devait accueillir des logements. Voilà. Le programme disait, vous pouvez la garder. Il faut la garder. Il faut la garder. On peut faire tous les espaces communs dedans, tout à fait, avec 3 lancettes. Voilà, il n'y a pas de problème. On peut faire des logements, on peut faire ça marche très bien, surtout qu'elles étaient à 3 mètres de haut. Et donc, on fait un peu un pari risqué lors du concours. On dit non, nous, c'est pas possible. On ne peut pas garder cette église. Ça n'a aucun sens ni pour l'église ni pour les logements. C'est-à-dire qu'on va faire des logements de piètre qualité. Parce qu'ils devront voilà, dans l'hypothèse de programme, en fait, les logements, ils étaient calés derrière l'église. Là, il y a les espaces communs, on ne savait pas trop comment. L'hypothèse d'une verrière pour amener de la lumière, et puis des logements coincés dans le fond, sachant que le sud est sur ce côté-là. Et pour nous, qui avons travaillé toute notre vie sur le logement social et le logement aidé, c'est-à-dire que le logement centre d'hébergement, pour des gens qui ont vraiment besoin de soins, de soins au sens pas médical du terme, mais enfin d'attention, de soins. Et bien, ça nous semblait impossible d'aller les mettre derrière l'église, tout ça parce qu'il fallait que l'église, qui n'avait quand même pas non plus une qualité énorme, reste, car elle était un repère du quartier. Et c'est vrai qu'elle était un repère du quartier. Donc, en fait, le parti pris du projet était de dire l'église, on la garde comme une sorte d'empreinte symbolique. Et sa forme deviendra le vide structurant autour duquel le CHRS et les logements se structureront. Donc c'est cette petite axonométrie en trois temps, avec dans la déconstruction l'optique d'un réemploi maximal des pierres de l'église. En réalité, ça n'a pas été si évident que ça, et du sol de l'église. Donc vous voyez ici le plan. Et puis, voilà, là encore, le périmètre de l'église, son sol, un mur conservé, 2 murs conservés, un 3e qui est remonté, parce qu'en fait, ici, il y a un parking dessous, donc on ne pouvait pas le garder. Et celui-ci a été remonté aussi, déconstruit, remonté. Voilà, donc vous voyez quelques images. Donc il y a le CHRS et puis un petit ensemble de logements qui a son adresse sur la rue et qui ouvre sur la cour du CHRS. Et là où pour nous, la question de l'héritage et du sens de la conservation est quand même pertinent et assumé, c'est qu'en fait, ce programme, il accueille des sans domicile fixe, des personnes qui sont des personnes isolées, qui ont vécu dans la rue une majorité de leur vie, qui ont des problèmes de santé mentale ou physique qui font qu'ils ne peuvent plus rester à la rue et qui sont accueillis dans ce centre. Et en fait, ils ont une vie, voilà, pour eux, c'est pas du tout évident de rentrer à l'intérieur. Donc, il y a une nécessité d'aller du dedans au dehors. Et il y a une nécessité aussi d'acceptabilité par le voisinage. Parce que vous imaginez bien qu'un centre d'hébergement, quand il arrive dans un quartier, c'est la levée de bouclier de tout le voisinage. Donc, ce n'est pas le sujet. Je vous passe entre la déconstruction en 2015 d'une église, enfin je dis 2015 parce que c'était les attentats de Charlie Hebdo. Donc en fait, on avait quand même une espèce de confusion sur la question du religieux qui était absolument totale. Donc on a eu des tags, voilà, vous détruisez des églises et vous
construisait des mosquées. Enfin, bon, c'est passé par tous les débats possibles et imaginables. Donc les deux, c'était explosif et on a eu vraiment des réunions de quartier extrêmement houleuses. Mais en tout cas, la question de l'accueil de personnes isolées, précaires, avec des problématiques vraiment de santé mentale, c'est extrêmement déstabilisant pour un quartier. Et la cour sainte de ces murs, qu'on a gardé à 4 mètres, puisqu'on a arasé, c'est ce qu'on voit, on le voit peut-être d'ailleurs on le voit ici sur cette photo sur la rue, l'église a été arasée à 4 mètres, je crois, 80, quelque chose comme ça. Donc 4 mètres, oui, peut-être 4 mètres. C'est-à-dire qu'on l'a arasée à l'endroit où on pouvait passer au-dessus de toutes les maux des natures. Là, il y avait une petite chapelle qui datait, je crois, du 16e, on n'est pas trop sûr, mais enfin bon, sait-on jamais. Si elle datait du 16e, il fallait la garder. Et puis, voilà, toutes les mots des natures qui étaient aussi en contact avec la ville et donc avec la perception. Et coupé à 4 mètres, ça nous permettait à la fois de créer cette antichambre urbaine, gage de l'acceptabilité du projet par le voisinage, gage aussi d'une forme de liberté d'évolution des résidents entre le dedans et le dehors. Et en même temps, voilà, on conservait un certain nombre de signaux et d'éléments de mémoire dans le quotidien urbain. Donc vous voyez ici quelques images. Je ne reviens pas sur l'intégralité du projet. Alors la question du sol. On voulait garder le sol. Un sol en carreau-ciment, assez récent, mais finalement, plutôt, vous l'avez vu dans les photos du début. Bon, il s'est trouvé que on a réussi à quand même... Bon, la grue, le seul endroit où la grue pouvait s'installer, c'est au milieu de la cour. Donc déjà, premier problème. Bon, qu'à cela ne tienne, on va déposer les carreaux ciment, on va les stocker, et puis on les remettra après. Sauf que là, le bureau de contrôle n'a jamais voulu valider les carreaux ciment qui étaient faits pour une pose intérieure et dont on ne pouvait pas garantir qu'ils ne gèleraient pas. Je ne suis pas sûre qu'ils gèlent très souvent à Lyon dans les années à venir, mais bon, bref, peut-être, là, ces jours, ils gèlent à Lyon, je ne sais pas. Donc, bras de fer avec le bureau de contrôle, on n'a pas gain de cause. Et là, on a quand même réussi. Alors, c'est là où... Enfin, réussi. Je ne sais pas si c'est une réussite, justement. Voilà, c'est la question. On a reproduit le sol et on l'a reproduit en pierre, en pierre colorée, mais en pierre massive. Donc là, c'est une reproduction. C'est encore un pastiche, c'est encore un artefact, qui, pour nous, avait quand même une importance relativement cruciale dans le projet. Et certes, ce n'est pas le même matériau, c'est la pierre, c'est les mêmes motifs, c'est le même détail de pose. Et ça manifeste quand même cette reconduction de la mémoire et puis cette fabrication d'une continuité. Donc là, vue des espaces intérieurs très rapidement, et puis de l'intérieur de la cour. Voilà. Il faut que je conclue, non ? Ça va ? Non, ça va. Je fais très vite, je fais un point sur le réemploi. Parce que je pense que ça c'est des questions que... Je sais que c'est des questions qui vous intéressent. Donc j'ai parlé de l'objectif de réemploi qui était dans notre marché de maîtrise d'œuvre. Je vais vous parler en 2 mots de ce que ça implique en termes de méthodologie qui ne sont pas du tout... qu'il a fallu inventer au fur et à mesure. Le réemploi a été possible dans ce projet parce qu'on était en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on était associé dès le début avec l'entreprise Chazelle. Donc, du premier coup de crayon, on sait qui va construire, ce qui n'est pas du tout le cas vous le savez, des procédures de mise en concurrence et d'appel d'offres en lots séparés. Donc, ce que nous a permis le fait d'être en conception-réalisation, c'est d'une part de pouvoir faire des tests préalables de dépose avec l'accord du maître d'ouvrage qui a mis à disposition le bâtiment, parce que c'est bien beau de visuellement dire « Ah bah oui, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, il y a des quantités, etc. » Mais en fait, en même temps, on sait très bien que facilement, quand vous allez décoller un bout de carrelage, il va partir en miettes. Donc en fait, on est reparti du diagnostic ressources, on a fait des tests de dépose avec des fiches. Voilà, vous voyez ici des fiches, il y en a eu je ne sais combien. On était accompagné en ça par un bureau d'études réemploi, Mobius. Ça, c'est un des premiers éléments. On a également, dans le cadre de la phase de déconstruction, il était question aussi pour le maître d'ouvrage de faire de ce chantier un chantier ouvert et un chantier de sensibilisation. Donc on a dû avoir énormément d'événements pendant le chantier pour faire visiter, pour montrer, pour accueillir.
et notamment pour valoriser et promouvoir le réemploi. Et c'est passé par notamment tout ce qui nous était... On a démonté énormément de choses dans les équipements. Donc, on pense aux matériaux nobles, mais le réemploi, c'est des lavabos, c'est des chemins de câbles, c'est des choses extrêmement triviales. Hein. C'est pas du tout les colonnes en marbre de Spoleto. Hein. Et c'est bien ça qui pose question, d'ailleurs. Donc, ont été déposées un certain nombre de choses qui ont été mises ensuite à disposition via des conventions de cession à des associations qui sont... Au début, il devait s'agir de faire une journée de dépose collaborative. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas que ça renchérisse le coût on va dire pour l'entreprise, les associations s'inscrivaient, Compagnons du Devoir, Emmaüs, etc., et venaient sur catalogue, réservaient des éléments. On avait quand même, c'était pas une dépose sauvage, hein, ils réservaient sur catalogue, et puis ils venaient, dans le cadre de cette journée de dépose, démonter et récupérer les éléments qu'ils avaient réservés. En réalité, pour des questions d'assurance, l'entreprise n'a pas pu laisser démonter les éléments, aussi secondaires soient-ils, par les associations, qui les ont démontés eux-mêmes et puis mis à disposition. L'autre volet de réemploi qui a été très important et qui a occasionné la mise en place de dispositifs un peu drôles, c'est qu'en fait, tout le projet devait être livré meublé, mais du matelas jusqu'à la chaise, au fauteuil, enfin tout. Donc il y a une part de mobilier sur mesure, et puis il y a une part de mobilier qui a été acquis, et qui est du mobilier préfabriqué. Et là, pour le coup, on a travaillé avec Sarah Degouy, qui est designer, et un brocanteur, et pendant 2 ans, en fait, sur la base d'un catalogue de référence de type de mobilier et une grille de prix, il a chiné pendant 2 ans de quoi équiper une 50aine de logements et un centre culturel de je ne sais combien de mètres carrés. Et pour que ce soit cohérent, parce que la question que ça pose, quand vous commencez à réemployer des lavabos, à reposer des sols, à remettre des tables, c'est qu'à la fin, vous vous dites, mais c'est finalement comment on maîtrise le projet, comment est-ce que tout ça reste cohérent, comment tout ça reste cohérent, tout en manifestant quand même aussi cet aléa finalement de la récupération. Donc on avait un groupe WhatsApp, il fallait réagir, le brocanteur envoyait une photo, il fallait dire oui, non, tout de suite, très rapidement. Et puis ensuite, on avait une espèce d'album Panini géant pour savoir, parce que toute la question du réemploi, c'est la logistique. Vous déposez, on a déconstruit énormément d'éléments pendant la phase de déconstruction, mais il faut les étiqueter, il faut les quantifier, il faut les acheminer dans un entrepôt, il faut les stocker, puis après, il faut les ramener et savoir où est-ce qu'on les met. Parce que sinon, on arrive avec un tas de trucs. Et puis ça... Donc, il pourrait presque y avoir un nouveau lot, qui est le lot de logisticiens du réemploi. Étiqueté, nomenclaturé, requalifier les matériaux, parce qu'il faut aussi les redécrire, les décrire, pas les redécrire, les décrire, pour que le bureau de contrôle puisse dire oui, non. Si on peut retrouver les fiches techniques, on les met, ou équivalents, ou alors on les redécrit. Et on redécrit les usages et les caractéristiques, et on atteste qu'on les reposera dans les mêmes usages, selon les mêmes caractéristiques. Voilà, donc quelques exemples de ce qui a été donc des dalles de granito, des lavabos magnifiques. Voilà. Donc la tour en béton du grand escalier a été découpée, disquée et a servi à reconstituer le sol de la terrasse extérieure. Les châssis acier ont été malgré tout déposés, resuivis, remastiqués, repeints et reposés. Donc là encore, ce qui pouvait sembler être la chose, finalement c'est quand même un truc qu'on a réussi, c'est à laisser les menuiseries en place. En réalité, elles ont quand même fait un petit tour par l'atelier du serrurier. Donc là encore, c'est quand même extrêmement lourd. Et on ne parlera pas de l'aspect économique, dont on vient de livrer le projet, on ne l'a pas encore fait, mais c'est pas du tout neutre. Voilà, c'est l'entreprise qui a porté beaucoup. Par méconnaissance et puis par motivation aussi. Les études, pareil, on a porté beaucoup. Donc vous voyez ici, donc il y a des pavés autobloquants, enfin des tas de choses qui ont été récupérées. Ça, il s'agit d'un réemploi ex situ.
C'est-à-dire qu'en fait, le réemploi, c'est le réemploi des matériaux du bâtiment pour lui-même, de ses propres matériaux pour lui-même, quand on a un bâtiment existant et qu'on a des constructions importantes. Mais on est allé aussi chercher des matériaux ailleurs. Et notamment, pendant le temps du chantier, le maître d'ouvrage, S Métropole Habitat, qui est un bailleur, dans le cadre d'une opération en rue, déconstruisait un ensemble de logements à Croix-Luiset, à 3 km de là. Donc en fait, il a inscrit dans son cahier des charges de consultation de démolition la dépose soignée du parquet en chêne et des radiateurs fonte qui ont été intégralement reposés dans le projet. Donc tous les sols du projet sont faits en plancher bois sur l'embourde, sur les coffradales. Donc ici, très rapidement, donc à l'intérieur d'un logement, qu'est-ce qu'on va trouver en termes de réemploi? On va trouver donc là dans les communs les dalles de granito, les chemins de câble, donc les menuiseries acier. Je reviendrai sur la faïence de déstockage, le parquet de chêne et les radiateurs fonte. Et puis il y a un faux réemploi qui est la faïence qui est une faïence de déstockage. Donc c'est pas tout à fait considéré comme du réemploi parce que c'est un invendu qui finit en déchet, mais qui est neuf en quelque sorte, hein, qui n'a pas de patine et d'usure. Donc là, en l'occurrence, je vous donne le filon à Arnaud Démolition à 30 000 m² de faïence des années 70, qui vont du rose au beige. Elles sont très très belles. Donc toutes les faïences ont été. Donc au final, le bilan, c'est bon, ça en jette hein, comme ça. Mais quand vous avez les tonnes de déchets à côté, il faudrait qu'on les mette quand même, pour être honnête. C'est mieux que rien, mais ça reste quand même très anecdotique. Néanmoins, c'est quand même un certain nombre de tonnes de carbone évitées et d'énergie primaire économisée. Et là, je vais finir très rapidement avec les photos du projet qui a été livré il y a un mois, donc qui est tout frais et moulu. Donc ici, vous voyez, voilà, je ne vais pas commenter trop. Et je vais vous laisser les passerelles. Voilà, également les passerelles. Il y avait des bassins de rétention, des sorties de secours dans les cages d'escalier des grandes verrières. Et les passerelles ont été réutilisées pour évacuer les sorties de secours par-dessus les bassins. Là, on est dans la grande serre, le tiers-lieu, celui qui fait place à la rotonde très sombre et de toute façon elle-même comportant une dalle haute complètement carbonatée, donc il n'en restait plus grand-chose. Voilà. Donc vous voyez, vous le devinez un peu ici, je ne sais pas si on le verra dans d'autres images, mais là encore, voilà, on a convaincu le maître d'ouvrage que des sols en granito complètement fendus, avec des rapiècements de bouts de ciment faits au fil du temps, on a réussi. On leur a dit, on s'est beaucoup appuyé sur leur volonté de remploi en disant mais ça il faut garder, ça qu'en fait éviter de faire du déchet. Ce sol il n'est pas gênant, il est dans l'esthétique du projet. Donc ici on a une petite salle de spectacle, des couloirs voilà, assez étroits mais en lumière naturelle. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là le béton cyclopéen est laissé tel quel. Il a été juste là encore, la photo est de biais, mais il a été un peu les gros nids de cailloux qui étaient tombés ont été comblés, mais il est resté très très brut. Et puis les intérieurs des logements qui produisent un effet très curieux, un peu hors du temps. Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est de l'ancien? C'est vrai que ça interroge vraiment parce que on sent bien que c'est pas ce ne sont pas les espaces existants, et en même temps c'est très loin des codes très neutres des livraisons de logements. Alors peut-être aussi parce qu'il y a le mobilier, mais vous voyez par exemple le plancher chêne n'a pas été reponcé ni revitrifié parce que c'était l'hypothèse de départ, mais c'était hors de prix. Ça rendait l'opération totalement impossible. Déjà, il y avait un surcoût à le déclouer, à le mettre en palette, à enlever les clous, à vérifier que les rainures et languettes étaient à peu près en état, à les mettre à peu près dans le sens de la dépose. Ben, tout ça, c'est très, très coûteux. Donc, on a dit, il faut le poser tel quel. Donc,
il est tout usé. Il y a des gens qui avaient repeint leur plancher en vert, en jaune. Donc là, le logement est soft. Hein. Il y en a certains, c'est beaucoup plus rock'n'roll parce qu'il y a un panaché entre les lames usées. Enfin, usées, c'est la vitrification qui est usée. Hein, parce que sinon, le parquet chêne, il a 50 ans. Il est massif. Je pense qu'il sera à peu près dans le même état dans 50 ans. Donc, vous voyez ici, voilà, les faïences. Là encore, les faïences, les fameux roses, verts, bleus, qu'on n'a pas choisis, dont on a essayé de faire avec. On a fait jamais on a fait autant de calpinage de notre vie, à essayer de voir si c'était mieux en ligne, en carré, en uni. Enfin bon, sachant qu'à la fin, le carreleur ne savait plus où il en était. Et il a pris les boîtes un peu au hasard et c'est devenu totalement, voilà, dans les sanitaires du centre culturel, c'est devenu totalement... comment dire, pop. Voilà, donc la grande entrée, toujours ces sols en l'état. Et puis voilà, la serre sur l'extérieur. Et je finis avec cette image un peu floue d'un artiste, de l'œuvre d'un artiste, Cyprien Gaillard, qui pour nous fait vraiment sens. Enfin, qui est une image qui nous accompagne depuis de très longue date sur ces questions-là, c'est la grande allée du château d'Oiron, qui est réalisée en concassé, issue de la démolition d'une tour HLM d'une cité d'ici les Moulineaux. Et en fait, c'est comment finalement on arrive à mettre en résonance des choses, dont la question de la valeur peut-être historique, ou même qui réhabilite aussi la valeur différentielle d'architecture aussi éloignée. J'ai dit une phrase qui ne voulait rien dire. Là, je sens que je fatigue un peu. Mais bon, j'en ai fini. J'espère que c'était pas trop long et que ça a soulevé des questions. En tout cas, je suis prête à y répondre, bien sûr. Bien. Merci Stéphanie pour cette déconstruction, non pas totale, mais d'une vision romantique en fait qu'on peut imaginer, ou des récits du moins romantiques qu'on peut avoir sur le réemploi. Je trouve que c'est parfait. Alors c'est très parfait pour, entre autres, les jeunes architectes et futurs architectes en leur nom propre aussi. Voilà, on est là aussi pour déconstruire et reconstruire d'autres récits, donc sans enlever du tout l'intérêt du réemploi, parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont finalement, même si tu ne peux pas tout conserver, le fait d'être confronté à des qualités spatiales, entre autres, et matérielles d'un existant, peut alimenter une forme de création et des écritures architecturales contemporaines. Le passage entre les deux, j'avais pas vu ce coup venir là. Je ne m'attendais pas à ça, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça ouvre d'autres champs des possibles, y compris esthétique, hein, puisque c'est un gros mot, mais parlons-en, quoi. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais voilà, je vais m'arrêter juste. Est-ce que vous avez des questions ? Tout d'abord, merci pour cette conférence. Et j'avais une question sur, en fait, à travers votre diaporama, il y avait beaucoup de photographies, ou comme là, d'œuvres de plasticiens, donc des photographies du projet une fois bâti, mais aussi de photographies de l'état existant, par exemple, notamment pour le foyer Jeanne d'Arc. Il y avait une espèce de relevé photographique de Cyril Weiner. Et est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre agence, de travailler avec des plasticiens ou des photographes à toutes les étapes du projet, donc pour le coup, avant d'avoir fait le projet, avant même d'avoir entamé le chantier? Alors, comme je vous le disais, le relevé, on travaille beaucoup avec effectivement Cyril Weiner, à la fois pour les photos post-livraison et maintenant pour les photos avant. C'est un peu un luxe qu'on s'offre parce que ces photos ne sont pas données. Mais par contre, il y a vraiment cette dimension justement d'un regard porté sur l'existant qui nourrit même la manière d'appréhender le projet. C'est-à-dire qu'en fait, il a un apport par la manière qu'il a de regarder les lieux et ces photos que vous avez vues qui sont Cyril Weiner, il a fait, vous connaissez peut-être Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a quand même
cette capacité à capter la poésie de l'abandon ou des choses un peu reléguées. Et c'est vrai que elles nous ont beaucoup accompagnés. C'est-à-dire que ces images, finalement, elles nous ont accompagnés pendant le processus de projet, mais pas de manière très consciente. Enfin, c'était un environnement, c'était une manière d'avoir cette chose, enfin, cet état présent. Et on finit effectivement avec une photo d'une œuvre artistique. Et c'est certain que on regarde beaucoup, enfin, on voit beaucoup enfin, oui, on regarde beaucoup du côté de l'art aussi, mais pas sans qu'il y ait un lien forcément direct, mais plus comme une matière à penser. Et je pense que c'est pas parce qu'on est très ancré dans la pratique et très, par ailleurs, voilà, on fait partie des agences où on se bat pour suivre des chantiers, on adore ça. Enfin, on n'imagine pas qu'un projet puisse se faire sans qu'on en ait le chantier, ce qui nous vaut de refuser tous les projets de promoteurs, puisqu'ils ne confient pas le chantier. Donc on est très attaché à cette concrétisation, à cet art de bâtir, mais pour autant, il y a vraiment aussi la nécessité de préserver une forme de magie ou de rêverie. Voilà, je pense que c'est aussi cette idée de rêverie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'accorder, parce que faut se l'accorder quand même, s'accorder des moments de rêverie, brefs et courts, mais quand même toujours tenir ça au maximum. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Mais... Si, merci. Déjà, merci pour votre intervention. C'était très intéressant. J'avais une question par rapport à la composition quand vous pouvez réutiliser certains matériaux, comme par exemple, vous avez pu évoquer la brique et le béton, tout type de cyclopéen. Et j'avais une question par rapport à cette composition. Est-ce que vous la pensez dans un ordre strict ou est-ce que c'est une question de couleur, simplement de forme, de structure, ou quand vous essayez de rallier des matériaux qui à la base dans le bâtiment n'étaient pas ensemble, c'est un peu purement structurel ou purement esthétique? C'est pas si différent en fait du registre des matériaux neufs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un projet à base de matériaux industrialisés ou plus classiques, vous avez quand même toujours à un moment le choix, ou pas d'ailleurs, de laisser apparent les câbles. Donc je pense que c'est un peu le même. C'est un peu la même. On a fait énormément, alors peut-être plus que pour d'autres projets, mais peut-être moins pour nous que pour le maître d'ouvrage. Mais finalement, on a fait énormément de préfiguration en collage Photoshop à partir des photos de chantier. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait des photos de chantier à toutes les étapes, et puis on mettait en scène les matériaux et on les discutait avec le maître d'ouvrage. Donc quelque part, le maître d'ouvrage en avait besoin, mais je pense que nous, ça nous a aussi rassurés. On l'aurait peut-être pas fait, je ne sais pas si on aurait pris. Donc on a une quantité infinie de tas d'espaces qu'on a photographiés un peu à l'état brut de la déconstruction au fur et à mesure que les choses se montaient. Et puis chaque couche finalement de finition, d'épiderme plus ou moins, qui convoquait des matériaux de réemploi, on les a quelque part préfigurés par le collage Photoshop. Parce que c'est quand même... Il y a quand même, mine de rien, je pense que la question du décoratif chez les architectes est problématique. Nous, jusqu'à il y a peu de temps, quand il s'agissait du moment de choisir les couleurs, tout le monde se refilait le bébé à l'agence. Hein, voilà. Personne ne voulait s'y coller. Donc, quelque part, pour autrui, pour soi-même, on sait très bien le faire. Hein. Tous, on sait ce qu'on aime, on sait les couleurs qui nous plaisent, on sait les meubles qu'on veut. Enfin, il n'y a pas de souci. Pour autrui, dans le cadre du logement, c'est très problématique. Ce qui fait qu'on a toujours des logements, notamment des logements sociaux, qui sont livrés avec une espèce de comment dire, j'ose pas dire tristesse, mais en tout cas neutralité passe-partout. Mais nous les premiers, hein, on a fait ça beaucoup. Et là, le réemploi sape complètement cette esquive. On ne peut plus esquiver. Voilà, les carreaux sont roses, le lavabo est bleu. Enfin, il faut faire quelque chose avec tout ça. Donc ça oblige, et ça c'est intéressant, à se reposer la question du rôle de la finition et du décor dans l'architecture. Et j'emploie intentionnellement le mot décor parce que c'est comme les autres, voilà, c'est un peu tabou.
Mais néanmoins, il y a même quand on fait des choix de tons extrêmement neutres, on prend position sur une ambiance, un décor intérieur qui sera complété par l'habitant, mais qui n'a pas moins la capacité de compléter parce qu'il est déjà porteur d'une expressivité. On s'en rend très bien compte. Ça n'est pas. Voilà. Donc c'est voilà. Bonsoir. Moi, j'avais une question à part plus sur les matériaux en eux-mêmes. Comment vous faites pour, par exemple, dans le cas du parquet en chêne, pour que le bureau de contrôle accepte que vous ayez déposé, puisque je suppose qu'il est plus à, enfin, du point de vue de la garantie décennale surtout, comment vous faites pour que ce soit garanti encore 10 ans après les matériaux que vous aurez employés dans les... Alors, dans le cas du parquet, en fait, il suffit pour le coup, parce que c'est pas un matériau du commerce, le parquet en chêne, c'est un matériau qui est issu d'une scierie, d'un menuisier. En plus, il a 50 ans, donc même aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez des... Si, il y a peut-être des fabricants, si je dis des bêtises, il y a des fabricants de parquet, mais en l'occurrence, là, il n'y a jamais eu de fiche technique sur ce parquet. Donc là, pour le coup, pour ce type de matériau, en fait, on fait ce qu'on appelle des fiches de caractérisation, c'est-à-dire qu'on décrit précisément les dimensions, les épaisseurs, de là où il provient, le mode de pose dans lequel il était à l'origine, voilà, la dimension des lambourdes, l'espacement. Et puis, on décrit, on caractérise ce matériau, et puis on atteste qu'il sera posé dans exactement les mêmes dimensions. Et là, pour le coup, quand il s'agit des matériaux à mettre en œuvre, qui relèvent d'une mise en œuvre quand même et d'un savoir-faire, ça passe par ces fiches de caractérisation. Et là, le bureau de contrôle... Alors, les bureaux de contrôle, on commence à voir apparaître des missions. Vous savez, il y a les missions des bureaux de contrôle, hâte, je ne sais pas quoi, la hand, etc., solidité, handicapé, hand, etc. Et donc, commencent à apparaître des missions aussi réemploi. Donc, où les bureaux de contrôle sont... Et là, pour le coup, le maître d'ouvrage avait quand même bien vérifié auprès du bureau de contrôle. En réalité, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Enfin, bon. Mais... qu'il était prêt à... C'était, je ne sais plus quel c'était. Enfin bon, c'était quand même un gros Socotec ou APAV ou je ne sais plus. Qu'il était prêt à rentrer dans cette logique parce que sinon c'est fichu. Donc là, pour le coup, c'est passé par là. Et ça, c'est Mobius qui a fait les fiches de caractérisation. C'est le bureau réemploi. Merci. Bonjour. Ma question, c'était sur le placo. Vous avez dit que c'était un matériau un peu incontournable. Est-ce que vous avez des exemples de moments où vous avez réussi à contourner justement le... Alors, avec du béton. Mais des fois, ça fait quand même beaucoup de béton. On ne peut pas faire du béton à chaque façon. Non, ça fait quand même peut-être bien 6 ans qu'on poursuit, mais on est peut-être nombreux, le rêve de faire un projet avec un cloisonnement autre. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que... Alors après, si les cloisons de distribution à l'intérieur du logement, il faudrait passer en... Mais même en bois, c'est compliqué. Il faut que ce soit classé M1, voire même M0. Bon, c'est quand même très cher. Et on a essayé des tas de choses, la brique, mais il faut... on finit toujours à la fin, à la conclusion que oui, la brique, pas de souci, mais alors mettez une peau de placo. Voilà. Donc, et puis, mine de rien, on ne sait plus faire des saignées dans les cloisons en briques. Ça pose quand même question, malgré tout. Nous, de plus en plus, on se dit que, là encore, quand on voit, mais ne serait-ce que sur les chantiers, peut-être que vous le voyez dans vos agences, le nombre de fois où, pendant le chantier, le placo est découpé, parce qu'on a oublié de passer un câble, parce que le câble n'est pas au bon endroit. Pourtant, il y a un vide, il y a un espace. Le placo, la cloison en plaque de plâtre, elle permet ce vide qui intègre tous les réseaux. Et de plus en plus, nous, on en vient à se dire qu'il faudrait que toute la tripaille soit apparente pour qu'on puisse avoir une maintenance et une évolutivité facile des bâtiments. Le problème, c'est qu'on a un tel niveau de présence des réseaux que franchement, je ne vous ai pas montré, certaines, nous, on a toute la centrale, tout le traitement d'air du centre culturel est apparent.
Mais franchement, ça fait un peu peur. Hein. C'est bien beau que les espaces avaient 4,80 m sous plafond, mais sinon c'est impossible, c'est énorme. Donc c'est quand même pas simple. Voilà, c'est quand même pas simple parce que on a un tel niveau d'équipement des espaces, je parle d'équipement technique, qu'il faut ménager du vide, que la matière est une entrave. Voilà, la matière est une entrave, mine de rien. Merci encore pour la présentation. J'avais une question. Vous présentiez les projets, par exemple celui des sheds, où au début vous aviez comme volonté de garder tout un tas de murs et qu'à la fin vous avez plus que 3 murs au moment du chantier, face aux aléas du chantier que vous rencontrez. Comment est-ce que vous sensibilisez les maîtres d'ouvrage à ça, justement, en amont de la conception, par exemple? Alors là, en l'occurrence, c'est pas des surprises de chantier. C'est vraiment, c'est ce que j'expliquais, c'est au fur et à mesure des phases de conception. Le point de départ du projet, c'est la conservation de l'existant. Murs, portiques métalliques, charpente, on savait que ça allait être compliqué, mais on pensait au moins l'ossature de soutien. Et puis, en fait, c'est au fur et à mesure, voilà, dès la PD, on a senti que ça allait être compliqué. En pro, c'est devenu totalement impossible. Donc, le maître d'ouvrage, quelque part, il chemine avec tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a, de toute façon, la commande, au départ, c'était cette forme a du sens pour le quartier. On veut la sauver, c'est la demande de la métropole. Donc, il fallait qu'elle continue quand même à ressembler à ce qu'elle était. Donc c'était la commande au départ. Le maître d'ouvrage, quand il consulte, donc en fait il chemine, il suit les étapes, on va dire de déconvenue ou de déconvenue, enfin pas de déconvenue, mais l'impact que peuvent avoir les études, les calculs sur la capacité de résistance de la structure. Et puis après, nous, on prend des décisions. Et puis, quelque part, c'est pas qu'on lui laisse pas trop de choix, mais on lui dit, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, si on veut respecter le programme, il faut faire comme ça. Et c'est vrai qu'évidemment, on perd beaucoup de légèreté. Les profils de charpente métallique ont doublé. Ils sont passés de profils en L, en tube. Enfin bon. Et à un moment des études, c'est vrai qu'on a eu un peu de doute. Bon, à la fin du chantier, on s'est dit non, ça valait le coup parce que les mises en œuvre restent quand même suffisamment proches de l'esprit du lieu, mais ça pose quand même question. Enfin, quand je parle de pastiche, c'est à dessein. Enfin, mais on l'assume. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut aussi ne pas évacuer aucun mot de la manière dont, dans notre manière de faire le bilan et d'être conscient de ce qui se joue à chaque étape de la conception. Et après, on peut défendre et argumenter l'intérêt. Et nous, on est convaincus que les logements auraient été beaucoup moins intéressants si on avait dit non mais là c'est complètement impur, on va pas faire en 2018 une reproduction à l'identique de sheds du 19e, c'est la honte. Eh ben non, c'est absolument intéressant parce que les logements ont une qualité qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Parce que la lumière est très très belle, parce que je pense qu'il s'y passe des choses. Qu'on y vit de manière très, très agréable. Merci. Bonsoir. J'aurais 2 toutes petites questions. Grâce à quelle organisation vous permettez le stockage dans l'utilisation du réemploi et les choses qu'on doit mettre en place? Et une autre petite question. Comment est-ce que vous considérez la méthode du bilan carbone, même avec toutes les failles que ça peut comporter? Alors, sur la question du stockage, pour que le réemploi soit vraiment quand même intéressant, il faudrait arriver à stocker sur place, ce qui n'a pas été possible. Et là, l'entreprise Chazelle, trouver des entrepôts à louer dans la métropole lyonnaise, c'est hors de prix. Donc, pour que là encore le réemploi soit possible, Chazelle a loué un entrepôt à Saint-Just-Saint-Rambert. Donc, les matériaux ont cheminé jusqu'à Saint-Just-Saint-Rambert.
Mais là, on se confronte à toute la question, malgré tout, logistique et l'impossibilité qu'offrent les villes aujourd'hui, et les grandes métropoles notamment, d'espace de stockage, d'espace de production, de manipulation. Donc c'est un vrai problème. C'est qu'en fait, évidemment, c'est dans toutes les villes, vous font des chartes habitat durable, machin. Voilà, alors le réemploi, bah, ça y est, tout le monde va, c'est sur toutes les lèvres. Mais c'est un vœu pieux. Où stocker les matériaux? Les chantiers, on est déjà sur des mouchoirs de poche. Parce qu'on est sur une ville constituée qui n'a plus de vide. Donc les installations de chantier, c'est devenu un jeu, un Tetris. Il est absolument hors de question de... Donc ça soulève là aussi la question. Est-ce qu'il faut faire au final 100 km à ces matériaux pour aller et revenir? Après, il y a une réflexion qu'on s'est faite sur le réemploi qui est quand même intéressante. C'est-à-dire que le réemploi est plus cher. Par contre, il rémunère 100% du travail humain. Et ça... En termes de modèle de société, ça ne veut pas rien dire. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Où est-ce qu'on choisit de mettre l'argent? Est-ce qu'on choisit de le mettre dans des grands groupes qui produisent des matériaux industrialisés à forte valeur, à forte plus-value, qui rémunèrent les actionnaires? Là, je vais peut-être, voilà. Où est-ce qu'on choisit de rémunérer le travail? Et je pense que nous, pendant le chantier, on a beaucoup travaillé avec la mission locale qui était très intéressée par la mission emploi de Villeurbanne par ce que pouvait générer cette question du réemploi en termes de nouveaux métiers et d'insertion professionnelle pour des personnes sans emploi de la ville. C'est encore balbutiant, mais je pense qu'il y a quand même une vraie question là derrière sur où on met l'argent. Ça rémunère quoi? La matière dont on sait déjà qu'elle est... Voilà, que soit il ne faut plus l'extraire, soit elle recourt à des chaînes de production totalement dantesques. Et là, en l'occurrence, oui, déclouer le parquet, le stocker, le mettre en palette, le ramener, c'est 100%. Tout ce que ça a coûté, ça a rémunéré du travail humain. Bon, j'ai dérivé. Et la deuxième question, c'était sur... C'était comment vous considérez du coup le bilan carbone dans votre pratique, même avec toutes les failles que ça peut comporter? Alors, le bilan carbone, nous, on ne sait pas du tout le calculer. En fait, c'est toujours les bureaux d'études HQE qui le font, toujours un peu à contre-temps. Enfin, moi, je ne sais pas m'en servir. Pour être très, très honnête, le bilan carbone, je ne sais absolument pas m'en servir. On fait des petites slides à la fin. Bon, voilà, on sait qu'on a économisé des choses. Après, moi, c'est vraiment plutôt une question d'engagement personnel, de chercher des logiques, des éthiques, voilà, des éthiques pour notre propre métier, mais des éthiques aussi pour une sorte dans le cadre d'une sorte d'organisation sociale et économique. Et je pense que quand on se pose ces questions-là, quelque part, on est dans une forme d'économie, mais une économie qui n'est pas tirer les choses vers le bas, une économie qui est au contraire joyeuse. Enfin, je ne veux pas faire le coup de la frugalité heureuse, mais bon, faut quand même pas s'accabler tout le temps. On peut pas se, c'est trop lourd, quoi. Mais c'est vrai que le bilan carbone, moi, j'avoue que je comprends pas tout. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'avais une question sur vos rapports avec les bureaux d'études dans tout ce qui peut être projet de restructuration. Parce que contrairement à du neuf, on part d'un état existant. Et donc ça suppose un relevé et des protocoles de relevé. Et aussi de s'accorder tous ensemble sur des hypothèses. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez développé des outils pour pouvoir organiser cette synthèse entre différentes hypothèses et de se faire un peu un avis commun sur la chose qui existe avant de lui apporter des modifications. J'imagine que les photos, par exemple, ça en fait partie, de créer un peu une image commune de ce sur quoi on va intervenir, mais sur des choses encore plus factuelles, d'hypothèses de structure ou autres. Est-ce que vous avez développé des outils? Par exemple, il y a des agences qui vont avoir une maquette commune informatique. C'est une manière de faire, mais est-ce que vous avez d'autres outils que vous avez développés au fur et à mesure de votre pratique?
Alors, il y a un peu deux questions dans votre question. C'est celle de nos propres méthodes, dans un premier temps. Alors, je pense, je dois à l'honnêteté de vous dire qu'on n'en avait pas beaucoup il y a 10 ans, que petit à petit, on en fabrique. Qu'elles sont somme toute très simples, hein. C'est fréquenter les lieux le plus possible, les observer, les relever, les dessiner. Si on peut, dans le cadre de la conception-réalisation, faire des tests, voilà, faire des trous, des petits bouts de voilà, soulever au maximum, et essayer d'organiser une forme finalement d'études préalables. Alors bon, c'est vrai qu'on si c'est pas que pour ça, mais le DSA de Chaillot que j'ai entrepris il y a 1 an et demi, c'est aussi pour appréhender ces méthodes qui, par ailleurs, sont extrêmement développées dans le cadre des monuments historiques depuis très longtemps, et où là, pour le coup, le relevé repose sur l'architecte à 100%. Hein. Voilà, à Chaillot, on ne vous parle jamais de bureau d'études, il n'existe pas. Dans la vraie vie, j'ai un peu des doutes, mais je ne suis pas sûre que l'architecte tout seul, au pied des voûtes de Notre-Dame, en pleine nuit, voilà, soit seul face au monument. Bon, ça fait partie du mythe de Chaillot, et en tout cas, on est formé à vraiment une approche extrêmement complète du diagnostic, tant dimensionnel, architectural que structurel. Donc bon, petite parenthèse, donc j'espère que ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. Et puis à la fois, des fois, il ne faut pas trop regarder. Enfin, le problème, c'est que plus on regarde les choses, moins on les touche. Donc il y a aussi un moment où il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter parce qu'il y a d'autres enjeux que la conservation, la préservation ou l'intégrité de l'édifice. Il y a parce que si vous l'avez bien maintenu tel qu'il est, mais qu'il est pas fonctionnel, qu'il est désagréable, ben vous avez raté votre projet aussi. Donc je pense qu'il y a quand même une réserve à avoir sur la culture du diagnostic et puis la sacralisation de l'observation de la matière. Voilà, il faut de temps en temps, là encore, s'accorder le droit de transformer, parce que quand vous regardez n'importe quel édifice, il a été transformé, et des fois avec quand même une certaine brutalité, et c'est pas toujours très grave. Après, sur les outils de partage, ils sont pas tant différents avec l'existant qu'avec le neuf, et ils sont malheureusement pas très développés. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même du mal à... Enfin, je ne sais pas, vous, dans vos agences, nous, ça fait 30 ans qu'on cherche le bureau d'études idéal, mais peut-être qu'on attend quelque chose qui n'existe pas, voilà, avec qui on pourrait discuter des heures entières, voilà, de la conservation de telle chose, de la manière de dessiner telle... Mais ça n'existe pas. Je pense qu'il y a d'autres relations à avoir. Par contre, essayer et on n'utilise pas de maquette 3D non plus. On n'utilise pas de maquette 3D. On utilise parfois des maquettes carton. Mais au fond, c'est beaucoup d'énergie pour des fois pas... Voilà, ça ne sert pas forcément très très longtemps. Il faudrait changer sans arrêt de maquette, d'échelle de maquette. Donc, c'est plutôt de la discussion. C'est essayer de passer le maximum de temps à expliquer ce qu'on regarde, pourquoi on regarde et pourquoi c'est important. Et c'est plutôt ça, quoi, malgré tout. Merci Stéphanie pour la conférence et les qualités de pédagogie et de sincérité et d'honnêteté aussi. C'est bien pour le débat. Je vous laisse, sans trop faire dériver, parler de la programmation habitat social. Parce qu'à chaque fois, c'est avec un bailleur social là, que tu as travaillé. La première chose, c'est que tu as juste évoqué rapidement l'engagement de l'agence dans ce type de programme. Est-ce que tu pourras en dire un tout petit peu plus dans la perspective où on est dans une école d'archi? Et puis la deuxième, c'est un peu plus boiteux, donc pas obligé de répondre, mais c'est sur la relation entre intervention dans l'existant et habitat social. Qu'est-ce que l'un fait à l'autre? Donc tu as un peu répondu par exemple pour les sheds, en disant que voilà, la forme a inspiré quelque chose pour l'habitat social qui était intéressant, et dans l'autre sens, programmer du logement populaire dans un bâtiment dont ce n'était pas la fonction, qu'est-ce que ça amène à cette pratique d'intervention dans l'existant dont tu as dit qu'elle revient à l'agenda des architectes depuis 20-30 ans? Un peu complexe. Oui, non, mais je vais essayer surtout de répondre rapidement puisqu'on arrive à la fin. Mais avant
avant le sujet des bâtiments, de la restructuration des bâtiments existants, c'est vrai que le sujet de l'agence, c'est le logement social, le logement collectif. Et parce que c'est comme ça qu'on a commencé, parce que c'est aussi le jeu, je ne dis, même si on estime que c'est extrêmement important, que c'est très valorisant du point de vue de l'utilité et je dirais de l'utilité sociale et très élémentaire, que ça contribue à fabriquer la ville. Malgré tout, on fait aussi, on sait, comment dire, développer dans cette commande-là, parce qu'on n'a pas pu en sortir non plus. Non pas qu'on en serait sorti volontairement, enfin qu'on aurait abandonné, mais on est, comme tout le monde, en prise avec la question de la référence similaire qui n'ouvre pas droit à autre chose, parce que voilà, on serait dans les écoles d'archi formés à faire du logement, ou formés à faire des écoles, ou formés à faire et qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc le logement... Et le logement est vraiment un exercice. Enfin, je pense que c'est la commande la plus difficile. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait même le stade, voilà, le stade de France. C'est, à mon avis, c'est de la gnognotte. Mais c'est vrai, parce que le Stade de France, il y a les plus grandes équipes d'ingénierie. L'architecte fait le croquis, voilà, on va faire un grand geste comme ça, et puis derrière, voilà, ça turbine, des équipes pas possibles d'ingénierie turbine, et au final, c'est quoi? C'est une grande, voilà, c'est une grande forme. Le logement, c'est diabolique, c'est absolument diabolique, et c'est attendu à tous les niveaux. Ça doit fabriquer la ville, ça doit résoudre tous les maux de la société. Voilà, ça doit voilà, permettre l'insertion sociale du plus grand nombre. Et en même temps, il faut que ça coûte pas cher, on n'a pas les moyens, il faut que ça arrête quand même de consommer de l'énergie, parce que quand même le logement en plus est pointé du doigt, il est déperditif. Donc on cumule quand même tous les handicaps, et avec ça, il faut garder la foi, et puis il faut arriver à trouver du sens, de la poésie si on peut, de l'envie, et que ça se transmette aussi aux gens qui vont occuper les lieux. Donc c'est très exigeant. Je pense que quand on sait faire du logement, on sait tout faire. Après, c'est extrêmement comment dire, fatigant. Alors fatigant, pas dans le sens ras-le-bol, mais fatigant dans le sens ça demande une énergie considérable, surtout depuis que c'est la promotion privée qui s'est substituée majoritairement aux bailleurs. Et là, voilà, c'est vraiment catastrophique. Bon, pour autant, on voit qu'il y a quand même des bailleurs qui restent engagés. C'est-à-dire que ce même engagement auprès des habitants, elle se fait aussi dans l'envie de construire autrement et de construire différemment. Donc, de tout temps, le logement social a quand même été plutôt porteur d'innovation. Il l'est moins parce qu'en fait, les bailleurs n'ont plus accès au foncier, n'ont plus accès aux opportunités de construire, donc elles achètent en VFA. Mais ils le seraient toujours. Et quand ils ont l'opportunité, ils témoignent qu'ils ont envie quand même de faire avancer la cause. Et je ne sais plus quelle était la deuxième question. Le rapport peut-être entre l'existant et le logement. Alors, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a un rapport spécifique entre l'existant et le logement. Ce qui arrive quand même, c'est que la dernière équerre d'argent en est le témoignage, c'est qu'en fait, avant, on rénovait les logements, on les restructurait, on les isolait mieux, on les recloisonnait. Maintenant, on assiste vraiment à un transfert du programme de logement dans des bureaux, dans des espaces qui sont de toute autre nature. Et là, pour le coup, ça pose un peu des nouvelles questions, mais je pense qu'on est encore un peu au début, mais c'est pas si loin que n'importe quel projet, en fait, au final. Je pense que c'est des éclairages particuliers, mais le processus et le métier restent le même, existant ou pas existant. Après, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que je pense que dans les écoles d'archi, et ça c'est une question que je me pose, bon, je n'enseigne plus depuis 1 an et demi, mais ça reviendra peut-être ou certainement, un enseignement qui se baserait sur l'existant de la première à la dernière année soulèverait quand même la question à un moment donné de qu'est-ce qui fait naître une forme, parce que la forme elle est là,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'invention et qu'il n'y a pas de conception dans l'existant, mais est-ce qu'on peut former un architecte exclusivement à partir de l'existant? Ça, c'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'il faut quand même aussi avoir cette aptitude à assumer, parce qu'il faut l'assumer aussi. C'est-à-dire que quand on assume le choix du lavabo, du machin, du truc, de à quoi ça ressemble, quelle ambiance, etc., si on est capable de l'assumer, c'est qu'on s'est aussi confronté à un projet ex nihilo où il faut porter la responsabilité de la proposition d'une forme qui est extrêmement engageante. Et de savoir ça nous permet aussi de travailler en tant qu'architecte sur l'existant sans être dominé par lui et en sachant qu'on peut apporter quelque chose et qu'il y a, là encore, vraiment à l'œuvre un processus de conception où chaque architecte a vraiment sa place et où l'un ne fera pas ce que fera l'autre, etc. Et ça, je pense, pour l'avoir ainsi un peu constaté dans les écoles, que le travail sur l'existant peut parfois être une fuite aussi, une fuite en se disant bon bah il y a déjà quelque chose, on va se mettre dedans, Or, il faut vraiment avoir cette capacité à bousculer. Quand je disais à quel moment on s'autorise, on a dézingué la rotonde. Voilà, c'était quelque part une forme de sacrilège dans le type de commande qui était la nôtre. Du réemploi, une architecture exemplaire sur le plan du bilan carbone. Et en fait, pour nous, ça n'avait aucun sens. Voilà, il fallait, parce que le programme l'exigeait, parce que le site l'exigeait aussi, il y a eu cette décision à un moment de bousculer quelque chose. Merci, je crois que c'est... Oui, tu as levé la main, Philippe. La toute dernière question. Attends. Oui. Moi, pour le dernier projet. Pardon. Oui, donc je disais, le thème du réemploi étant une des données d'entrée énoncées par le maître d'ouvrage pour le projet, est-ce que d'une part, c'était on va dire une mission complémentaire qui était rémunérée à sa juste valeur ou pas? Ça voulait dire aussi qu'il fallait constituer une équipe de maîtrise d'œuvre qui ait aussi cette exemplarité ou cette volonté de partager avec toute l'exigence que ça requiert, bien évidemment, la part d'agilité et de disponibilité. Et aussi, au-delà de cela, j'ai été sensible à ce que tu as dit sur la manière dont l'argent investi dans cette opération a permis de rétribuer plutôt de la main-d'œuvre plutôt que des matériaux avec des valeurs ajoutées. Mais est-ce que pour autant, le bilan comptable à la fin, tant pour votre agence ou l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi pour l'entreprise Chazelle, en l'occurrence, que tu as cité, il est plutôt positif? Et est-ce que dans cette évaluation qui a été la vôtre, parce qu'il y a un surinvestissement, c'est presque un sacerdoce sur des opérations comme ça, d'autant qu'il y a des choses, si j'ai bien compris, qui sont décidées ou des opportunités qui sont présentées d'aller voir le plancher lambda à tel endroit, et tout ça, finalement, c'est des rebondissements successifs, sans vouloir exprimer une idée au renoncement sur ce type d'opération. Quel est le bilan que vous en tirez, quoi? Alors, on n'a pas fini tout à fait le bilan, parce qu'on a livré fin novembre, un peu, voilà, je dirais un peu dans la douleur, entre guillemets, en tout cas pour l'entreprise Chazelle, parce que elle a livré avec plusieurs mois de retard et le maître d'ouvrage lui a appliqué les pénalités de retard. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est un peu compliqué. Je dirais qu'il y a une part je pense qu'il y a une part de ce retard qui nous est imputable en tant qu'équipe, parce que je pense qu'on a mal géré certaines temporalités du chantier, mais il est clair qu'il y a une autre part qui est liée à tous ces aléas, à toute cette nous, on a fait des dessins de pro pendant 3 ans, parce qu'on refait les dessins à chaque fois, le bureau de contrôle reveut les dessins. Enfin, donc on a été en pro pendant 3 ans, voilà, donc, ou en exé, ou en tout ce que vous voulez. Enfin, et donc, bon, je crois qu'on s'en doutait un peu au début et qu'on était quand même très intéressés par l'aventure, et elle s'est révélée hyper formatrice. En fait, c'est des chantiers il y a un avant et un après. Après, pas tant sur la question du réemploi, mais vraiment sur la complexité générale de la question et tout ce que ça soulève sur
sur des questions architecturales. Donc là, je pense que Chazelle a répondu avec un mémoire qu'il n'avait pas fait au préalable, hein, beaucoup plus explicite sur par exemple, les palettes on n'avait pas la mission de dépose des planchers sur Croix-Luiset, mais on avait, nous, rédigé le CCTP pour pouvoir s'assurer que la manière dont ce serait déposé nous permettrait de reposer sans s'arracher la tête. C'était tout en palettes, on a récupéré les palettes. En fait, les lames étaient déclouées et classées sur les 3 premiers rangs. Ensuite, c'était du tout venant, c'était n'importe quoi. Il aurait fallu que Chazelle renvoie les palettes. Chazelle a gardé les palettes et puis le sous-traitant a décloué tous les trucs. On a pris des mois de retard. Enfin bon, donc il y a aussi quelque part, je dirais, je pense qu'on va finir par trouver un accord avec le maître d'ouvrage. Hein. On va négocier. C'est question mais il faut vraiment qu'on prenne le temps de décrire tous ces moments et toutes ces questions que soulève ce type d'approche, qu'on en évalue le coût. Nous, au moment de l'offre, c'est vrai je pense que les uns et les autres, il y avait un bureau d'études réemploi, on a imaginé qu'il allait gérer quand même pas mal de trucs, donc bon, on a mis le pourcentage pour le bureau d'études réemploi, et on n'a pas du tout mis ni le nôtre, ni celui de l'entreprise. Voilà, je pense qu'on a essuyé les plâtres et là pour le coup, après, toute la question, c'est est-ce que dans une procédure de mise en concurrence, et c'est valable pour le réemploi, mais c'est valable pour toutes les missions, on va dire qui permettent de faire, en tout cas d'accompagner le projet avec des expertises plus importantes en matière de développement durable, c'est qu'on a du mal quand même à faire augmenter le taux global à sa juste valeur. Mais bon, pour autant, il faut le faire, c'est sûr. Mais du coup, les autres membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre étaient aussi amenés à fournir le même type d'effort, ou en fait c'est les archis qui étaient seuls à tirer la charrue? Alors, le bureau d'études fluides a beaucoup œuvré aussi, parce qu'il était aussi très présent sur le chantier. Donc il avait lui aussi des éléments de réemploi, les chemins de câbles, pas les luminaires, parce qu'en fait au final les luminaires sont la seule chose que l'assurance de Chazelle a refusé. Le bureau de contrôle a validé, et c'est l'assurance de Chazelle qui a refusé d'assurer. Parce que électricité, risque d'incendie, je sais pas quoi. En réalité, c'était la chose la plus neuve parce que ça datait de l'occupation temporaire et qu'ils avaient 1 an. On avait toutes les fiches techniques, toutes les boîtes. Donc voilà, ça c'est tout. Alors c'est pas parti à la poubelle, hein, c'est parti dans les réseaux de réemploi, Mineka, etc. Mais non. Enfin, je pense que là pour le coup. Je pense qu'on a apporté beaucoup. On a apporté beaucoup parce qu'en fait aussi, c'est un peu malheureux, mais je pense que c'est pour nous que ça importe, quoi. Ouais, c'est pour nous que ça importe. Donc les autres se sont un peu moins mobilisés, mais que voilà, on a du mal à lâcher. C'est extrêmement intéressant. Une dernière remarque aussi sur la question du logement, et peut-être même au-delà de l'enseignement de la pratique du logement, comme certainement des exercices les plus difficiles pour un architecte au sein des écoles d'architecture se posent. Je crois qu'il est important qu'on intègre bien ça aussi. On va arrêter là. Juste pour les HMO, donc rendez-vous demain, 9h. Voilà, une journée complète avec l'ordre des architectes.